Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Aujourd'hui, je suis avec François. Salut François. Salut, ça va? Super bien. Et toi? Yes, bah toujours la forme. Bon, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Et tu vas voir, ça va être sympa. François, on va commencer par ta vie privée. Raconte-nous ta vie. Ma vie, depuis le début, depuis quand? Non, alors, c'est vrai que c'est intéressant. Depuis le moment où toi, t'estimes que tu as mis un pied dans l'aventure financière. À mes 17 ans. 17 ans, d'accord. Ouais, 17-18, parce qu'en fait, pour tout te dire, c'était vraiment un déclic. C'était un bouquin. Un bouquin qui a fait que j'ai lu plusieurs d'autres bouquins et qui ensuite arrivé où je suis arrivé. Donc c'était le bouquin de Kiyosaki, le fameux Père riche, Père pauvre. Donc je ne sais toujours pas pourquoi je suis tombé sur ce bouquin. Ça reste le grand mystère de ma vie. Alors attends, je t'arrête. Vas-y, dis-moi. Tu dis que tu sais pas où tu étais tombé, mais pourquoi? Tu vis dans une grotte? Je suis tombé sur ce bouquin. Je ne sais plus si c'est quelqu'un qui me l'a passé, si je suis tombé dessus comme ça par hasard. Je l'ai lu. D'accord. Je sais pas pourquoi je l'ai lu, mais je l'ai lu. Et donc pas insufflé par le web, c'est vraiment c'est du relationnel. Alors peut-être que je suis tombé dessus sur le web par une personne, par un blog, je ne sais plus pourquoi. Mais en tout cas, je l'ai lu sans forcément venir d'une personne en particulier, d'une raison particulière. Donc je suis tombé sur ce bouquin, donc là comme je t'ai dit, déclic, vrai déclic pour le coup, qui m'a donné envie de lire d'autres bouquins un peu plus approfondis, un peu plus sur l'argent. Voilà, parce que bon, quoi qu'on en dise, il est très bien, c'est un classique, c'est la base, mais il est quand même un peu généraliste. Et donc j'ai lu d'autres bouquins, il y a le Millionnaire Fastlane notamment que j'ai lu rapidement après, qui a fait que je me suis lancé rapidement dans tout ce qui était investissement. Donc c'est pour ça de base j'ai plus un profil investisseur. D'accord. L'entrepreneuriat, ça arrivait vers peut-être 23-24 ans, même 22-23 ans. D'accord. 5-6 ans après quoi. Ouais, voilà. Bon, après c'est une suite logique. Alors attends, t'as investi suite à ça ou pas du tout? C'est ça. Ah oui, non, 18 ans, bourse directe. Ah ouais. J'ai premier investissement que j'ai fait, bourse. Ton début des affaires à 17, en gros fin des 17 ans tu lis le livre, ouais, c'est ça, 18 ans tu pars en bourse. C'est ça, bah après il y a toujours un delta, c'est peut-être 6 mois, vraiment tu as un peu peur, tu te lances encore dans quelque chose de nouveau, tu sais pas sur quoi partir. Et bon, le passage à l'action quoi, 6 mois et la bourse. La première chose que j'ai mise en place, de me former un peu sur la bourse long terme, la bourse court terme. Donc j'allais te poser la question, tu as fait du trade à la journée et tu as gardé... J'ai ouvert un PEA aussi toi. Ah, tu as ouvert un PEA, j'ai mis un peu de sous dessus, sur des actions long terme, très long terme, et un peu sur le chartisme, vraiment de l'analyse fondamentale. D'accord. Ah oui, tu es quand même allé dans le... en fait pour tout te dire, de base je suis une formation d'ingénieur, donc vraiment profil scientifique, j'adore les maths. J'ai fait maths sup, maths spé. Quand j'ai vu ça. Oui, mais j'allais te demander. Alors attends. Alors attends. T'as eu ton bac quand alors? Le bac c'était à 17-18 ans. Tu l'as eu? Oui, je l'ai eu. T'as eu une scolarité comment? Très bonne. Très bonne élève. Rien de particulier? Rien de particulier. T'aurais quoi à nous dire sur l'école en général? T'as aimé ça? J'ai aimé ça. Alors j'étais l'archétype du très bon élève mais qui savait pas où aller. Très bon élève au premier rang? Non, pas le premier là, c'était les têtes à claques, tu vois. Non, mais je sais pas, pour situer un peu, tu vois, c'est toujours. Non, alors j'étais pas le premier, toi, j'étais toujours dans le deuxième ou le troisième, mais qui savait pas du tout où aller, quoi faire. Donc effectivement, toujours que ce soit les profs ou les parents, t'es bon en maths. Déjà filière S, bac S, et après je savais toujours pas quoi faire. Mon père est ingénieur, tu fais prépa. Bon, c'est vrai que j'adorais les maths, donc maths sup, maths spé. T'as fait maths sup et maths spé. Maths sup et maths spé. Et tu es allé au bout? Je suis allé au bout. Ah ouais. Ouais. Et t'as ton diplôme d'ingénieur alors? Les 2 années les plus difficiles de ma vie. Je pense que là d'ailleurs ça m'a appris à la rigueur. La rigueur et surtout aussi la force de travail hors du commun, je pense. Est-ce que tu fais partie de ceux qui disent que l'école c'est nul, ça sert à rien, blablabla, ou tu trouves qu'il y a quand même une utilité? Tu te situes où par rapport à ces deux profils-là? Alors techniquement sur le contenu, je rejoins certaines personnes qui vont me dire que c'est pas utile. Ouais. C'est pas ça qui va faire que le plus diplômé aura une meilleure réussite dans la vie. Il y a même des profils où c'est l'inverse, qui ont arrêté très tôt et se sont très rapidement lancés dans la vie active et qui ont des très bons résultats. Ceci dit, et tu le remarqueras aussi, beaucoup d'ingénieurs beaucoup d'infopreneurs sont des ingénieurs. Ah bon? Je savais pas du tout. Beaucoup de web entrepreneurs sont ingénieurs. Je savais pas du tout. Je le découvre. Mais je pense que sincèrement, c'est ça, c'est la rigueur, une certaine logique qui apporte. Sincèrement, tu n'utilises quasiment rien du tout de ce que tu as appris dans l'ingénierie. Les écoles d'ingénieurs, même encore plus maths spé, mais même dans l'école d'ingénieur que j'ai faite par la suite, que dalle quoi. Sincèrement, que dalle. Par contre, oui, capacité de travail, la rigueur, une certaine logique de travail, là on est d'accord. Donc,
tu te situerais un petit peu, si je résume, un peu entre les deux. Tu reconnais à l'école certains avantages et tu lui reconnais aussi certains désavantages. Oui, bien sûr, c'est bien sûr, c'est entre les deux, quoi. Ben, je le vois, même certaines personnes qui me disent qu'elles regrettent de pas avoir fait de l'école, de ne pas aller jusqu'au bout. Mais certes, que si elles avaient eu un autre cursus, elles auraient peut-être eu une autre façon de penser, un certain état d'esprit qu'elles n'ont pas, mais elles ont quand même réussi, qu'on soit bien d'accord. Mais bien sûr, non, mais c'est pour avoir ton idée. Donc, tu fais tes études, en parallèle, tu investis. C'est ça. D'accord. Exactement. Ça, pour faire très simple, c'est ça. Je suis mes études, je vais jusqu'au bout, pour faire plaisir aux parents, et puis pour moi-même, parce que je vais au bout, juste parce qu'au bout, j'adore ça. Mais en parallèle, j'investis, et en dernière année d'études, je monte une start-up. Voilà. C'est ma première expérience, on va dire, avec l'entrepreneuriat, avec l'incubateur et la junior entreprise de l'école d'ingénieur où j'étais. Donc tu as fait quoi comme start-up? Alors c'était dans le domaine de l'impression 3D. Donc c'était vraiment les prémices on est toujours dans les prémices de l'impression 3D, hein. Mais en 2013, on commençait à peine parler de ça et je me suis dit, il y a un coup à jouer. Donc je lance ça et l'idée c'était de ne pas faire comme tous les autres, puisque rapidement tu prends du plastique, tu mets dans l'imprimante, ça t'imprime quelque chose en 3D. C'était de rajouter un broyeur intégré où tu mettais toi-même ton plastique, admettons des bouchons de bouteilles, tu mettais toi-même le plastique que tu as à domicile et ça te faisait toi-même ce que tu voulais imprimer. Donc c'était ça l'idée. Alors Aventure Startup, elle est morte? Non. Ah non? Qu'est-ce qui s'est passé? Commercialisation septembre 2018. Ah bon? Ouais. T'es toujours dedans alors là en fait? Je suis toujours dedans, je l'ai mis de côté pendant de nombreuses années. Entre le moment où je l'ai lancé, c'était en 2014, mais je l'ai chapeauté, on va dire. C'est-à-dire que l'ami, on était deux, l'ami avec qui j'ai monté ça, lui était tout le temps dedans. Ça fait 4 ans qu'il fait que ça. Moi je chapeaute de loin, entre temps je suis parti aux États-Unis. Lui est resté dedans. Mais clairement, c'est moi qui ai trouvé le nom, c'est moi qui ai déposé la marque. Donc tout normalement m'appartient. Mais effectivement, là, ça va être commercialisation en septembre 2018. Ah ouais. Donc tu as vécu une aventure startup. Est-ce qu'il y a eu une levée de fonds? Oui. D'accord. Que tu as validé, j'imagine. Ouais. Ah ouais. Et donc là, la startup continue de vivre au moment où on parle? Ouais. Bah clairement, l'ami avec qui j'ai fait ça, lui, il vit dessus. Ah ouais. Entre les levées de fonds, l'argent personnel c'est sûr, l'argent qu'on a investi, mais lui il fait que ça, donc il peut pas se permettre de... Oui, c'est son job à plein temps. Et alors, bon là tu fais ta start-up et tu viens de dire un truc intéressant, tu vas aux États-Unis? Oui, alors là l'histoire c'est que je suis parti pour faire ma dernière année d'études, pour faire un double diplôme. Donc j'ai 2 diplômes d'ingénieur en fait. Ah oh. Ok. J'ai le diplôme français, c'est ingénierie dans électronique, énergie. Et aux États-Unis, mécanique et énergie. Ah ouais, d'accord. Et donc je suis allé là-bas parce que c'était une opportunité en or et que je voulais avoir une expérience aux États-Unis. Bah t'as bien eu raison. Ouais. Ça soit à la fois la dernière année d'études et aussi avoir une expérience pro là-bas. Donc je suis resté 2 ans. Et puis la langue, à 2 ans tu restes, j'allais te poser la question. La dernière année d'études, plus 1 an après. Ah ouais, t'as bossé, du coup ils t'ont pris? Ouais. Ils m'ont pris, alors c'est une deuxième start-up en fait là-bas. Plus ou moins deuxième start-up. Que t'as lancé? Ouais. T'es dedans aussi? Américain. Alors là, j'y suis plus parce que bon, là c'est compliqué. C'était en plus, c'est pas moi qui l'ai fondé, on l'a cofondé, on va dire à 3. D'accord. Et donc j'y suis plus. Là, j'ai vraiment abandonné. Mais par contre, voilà, c'est un deuxième projet qu'on avait lancé. Donc, pour faire très rapide, c'était mettre en place des audits d'énergie renouvelable sur la région de New York. Donc il y avait les audits financiers, il y avait la partie technique, ingénierie, voilà. Et il est toujours, ça roule bien. Ah ouais. Et t'as des parts dedans? J'ai des parts dedans par contre. Ah ouais. Donc, de double aventure startup. Et là, après quoi? Après, je suis revenu directement à Montpellier. Et c'est là où tu t'es lancé comme infopreneur? En 2015, exactement. Ouais, c'est ça, 2015, parce que nous on s'est rencontrés en 2016, je crois, un an après. Je suis arrivé à Montpellier en novembre 2015 et on s'est rencontrés, je crois, c'était en mai 2016. Ouais, c'est ça, un an après, ouais, ça faisait un an que tu étais là. Et alors, tu dis que tu arrives à Montpellier, tu es d'où en fait? Je suis de Nancy. D'accord. En Lorraine, à l'est. Ça se voit des fois. Oh non, ça va. Tu sais, à Montpellier c'est tellement mélangé maintenant que... Ouais. D'accord, tu es pas du... Et pourquoi Montpellier alors? Alors je suis venu pour le soleil. D'accord, oui, bon là. Et je me suis dit, bon, j'ai quand même plusieurs expériences dans tout ce qui est start-up et aussi l'énergie renouvelable. Je me dis, au pire, je vais dans le sud, là où il y a le soleil et le photovoltaïque. D'accord, c'était stratégique. C'était stratégique. Il y a toutes les boîtes en fait françaises de photovoltaïque sont dans le sud. D'accord. Et aussi tout ce qui est financement participatif sur les énergies renouvelables sont dans le sud.
Est-ce que en ayant eu cette expérience startup, tu as une expérience de levée de fonds? On peut parler de ça ou enfin pas parler de ça, comment dire? Oui. Est-ce qu'on peut dire que tu as une expérience de levée de fonds avec 2 startups ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est un peu light encore pour pouvoir dire que je peux conseiller ou. Mais tu l'as vécu? Je l'ai vécu. Donc tu as surtout la franco-française. Ah ouais, voilà. Ouais. Mais du coup, ta vision de la startup, c'est quoi alors? Aujourd'hui, parce que bon, finalement, tu es toujours dedans, donc elles n'ont pas été vendues, elles n'ont pas encore généré de bénéfices. Ouais, c'est ça. La deuxième, celle où j'ai quitté, mais j'ai toujours des parts dedans, elle roule bien. Elle roule bien. Elle roule bien. Mais on ne peut pas parler aujourd'hui de rémunération te concernant. Non. Donc ta vision de la startup, c'est quoi? C'est intéressant. Ça, c'est pour ça que j'adore tout ce qui est web entrepreneuriat, infoprenariat, parce que c'est des choses où on peut gagner de l'argent de suite. Ouais. Vraiment, c'est dire court terme. Non, c'est des activités où tu veux que ça dure longtemps. Mais si tu fais des choses bien, tu apportes de la valeur, tu peux te créer une activité de suite. Startup, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pendant 10 ans, tu peux ne rien gagner. Même à l'inverse, tu vas mettre de l'argent sur la table tous les ans. Ah ouais, d'accord, tu le vois comme ça. Par contre, quand tu le vends, par contre, ça peut être le chèque à 10 millions d'euros, toi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que tu vois, moi, extérieurement, ma vision, je suis pas un mec du monde de la start-up, mais j'ai l'impression que l'infoprenariat, c'était un peu l'équivalent des petits commerçants d'avant, tu vois. Ouais. Et que la start-up, c'est plus la grosse entreprise. Après, tu peux avoir une division complètement différente sur la start-up. Tu peux vouloir rester une toute petite entreprise pendant des années, ou vouloir exploser pour devenir, je sais pas, le prochain Facebook ou Snapchat ou Blablacar. Enfin, je passe des meilleurs. Mais dans l'idée, c'est quand même 2 stratégies complètement différentes. C'est-à-dire qu'une, c'est tu peux être tout seul et tu peux vouloir en vivre, ça peut être ton activité, ta carrière. Et l'autre, par contre, non, c'est quelque chose que tu vas vouloir créer et tu vas pas vouloir en vivre, mais par contre, tu peux faire énormément d'argent dessus. Ouais. Et donc toi, aujourd'hui, ta vision entre ta situation, ces startups et ce que tu fais actuellement, alors on va continuer l'histoire. Donc, fin des startups, tu reviens ici et tu deviens infopreneur. C'est ça. Alors pour faire très court, je suis allé donc au Business Café Club à Montpellier. Oui, c'est ça. Parce que je connaissais pas, j'ai jamais mis les pieds à Montpellier avant d'arriver en 2015 à Montpellier. D'accord. Je me suis dit, on va rencontrer des entrepreneurs, on va rencontrer des gens qui travaillent aussi sur le web. C'était comme concentré sur le web. Et je rencontre une personne à qui je dois toute ma réussite sur le web, Clément. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Mon ami Clément, qui lui, à l'époque, voulait devenir infopreneur. Et moi, à l'époque, j'étais uniquement sur le web, mais aucune présence sur le web. Mais je travaillais sur le web et j'avais des activités d'investisseur. Et il me dit, tu sais tellement de choses sur l'investissement que tu devrais te lancer. À la fois pour toi, tu peux le monétiser et pour apporter aux autres. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on a complètement switché. Lui est devenu e-commerçant, donc n'est plus du tout infopreneur. Et moi, je suis devenu infopreneur. D'accord. C'est une super belle histoire et il réussit très bien. Mais pour l'histoire, c'est vraiment à une personne que je le dois, quoi. D'accord. Ouais. Et donc, et tu t'es lancé là-dedans, ça t'a plu en fait? Ouais, il m'a forcé un peu, il m'a mis un coup de pied au cul, il m'a dit vas-y, ouvre un site et écris un article. Et j'ai kiffé. Ouais. Sans prétention, j'en ai écrit un deuxième, un troisième. Et ça a marché. Ça a marché. Et en fait, comment dirais-je, pourquoi t'es pas retourné dans tes startups? Pourquoi tu t'es dit je vais faire ça en plus? Comment on arrive à se dire je fais ça en plus? Parce que je voulais avoir tous les piliers. Bah, comme on vient de l'expliquer, tu as le start-up où ça va être très long terme. Ouais. Je voulais avoir une activité 100% web. Qui te fasse vivre. Qui me fasse vivre, en plus des investissements que j'avais mis en place. D'accord. C'est pas uniquement avoir le fameux statut rentier ou le statut je vis sur ce que j'ai mis ou 100% sur mes passifs. Je voulais avoir ça, plus une activité qui génère de par mon savoir, plus les startups, plus ou moins, si je veux peut-être en lancer d'autres, toi. Ah ouais, t'es pas fermé, ouais. Voilà. Alors, ok, on a vu, ça c'est la vie de François, c'est tout ce que tu as fait. Maintenant, si on part sur les investissements. Ouais. Alors, avant que je te pose des questions, parce que fatalement, on va finir par l'immobilier, est-ce que tu peux nous donner finalement un panel des investissements que tu as réalisés? Ouais. Alors pour le coup, j'aime beaucoup partir sur des placements assez alternatifs, donc on pourra en parler, mais je suis même parti sur investir sur des vaches laitières, toi par exemple. Ah ouais, d'accord. Donc pour revenir au tout début, à 18 ans à la bourse, tout début, donc long terme, court terme, et crypto-monnaie notamment, que j'ai découvert aux États-Unis. Déjà à l'époque? En 2015, en 2014-2015. Tu as investi à cette époque-là sur les cryptos? C'est la première fois que j'entends le mot là, parce que dans un milieu start-up, c'est comme à la télé, hein. Ouais, c'est le piano, le baby-foot au milieu des espaces où tu peux travailler. Et tu entends le mot blockchain, toi. Ouais. Tu entends le mot crypto pour la première fois. Tu sais pas ce que c'est, tu comprends rien. J'ai mis 6 mois avant de comprendre, et même au bout de 6 mois de recherche, tu te rends compte que tu as encore un peu survolé le sujet.
Mais effectivement, c'est là-bas que j'ai connu la première fois et que j'ai investi au bout de 6 mois, 1 an. C'est-à-dire que 2015, j'ai investi. D'accord. Voilà. Dans les cryptos, là, on parle. Été 2015. Oui, dans les cryptos. Le Bitcoin, j'imagine, à ce moment-là. Bitcoin, tout simplement dans les plus connus, Bitcoin, Ethereum. D'accord. Et après, je me suis pris de passion. Alors, c'est ce que j'adore dans les cryptos. Tu as le côté ingénierie. C'est moi. Ouais, que j'adore la technologie. Et tu as quand même l'aspect financier, quoi. Qui va avec. Donc, c'est les deux choses-là que j'adore. C'est pour ça que je suis passionné par les cryptos. Et clairement, donc, ça va faire 3 ans, du coup. D'accord. Ouais. Mais, voilà. Après, aujourd'hui, il y en a 1700 des cryptos. Donc, ouais, tu connais pas. je suis allé étudier les vrais trucs. Je suis parti beaucoup plus loin que simplement le Bitcoin et l'Ethereum. Tu es allé plus loin que le Bitcoin et l'Ethereum. Ouais. Ça, donc tu as investi, c'est après, donc investissement en bourse et direct derrière, tu as fait les crypto-monnaies. Alors en gros, si je résume, bourse et crypto. Parce qu'en fait, j'ai investi en IMO avant de partir aux États-Unis. Ah, t'as investi en. Donc 2014 ? Attends, c'était en 2012 ou 2013 ? En 2012 ou 2013. T'as investi en quoi en IMO là, ça m'intéresse. Ah bah c'était à Nancy, c'était chez moi toi, c'était un appart. T'as un appart et tu l'as toujours ? Et je l'ai revendu. Ah, tu l'as revendu, ouais. Ok. Voilà, c'était plus ou moins stratégique, hein. C'était premier, je le revendais pour potentiellement partir. Sur autre chose. Alors là, je t'arrête tout de suite, ça va intéresser tout le monde. Comment. Là, t'es étudiant ? Ouais. Comment tu investis quand tu es étudiant ? On a investi comme on peut. Alors il y a les parents qui ont été mis garants, on va dire. Oui, normal, ça j'imagine bien, oui. Un financement de par le statut étudiant, tout simplement, un prêt étudiant. Okay. Non, mais je comprends, mais tu as choisi quoi comme bien en fait ? Tu as choisi un bien peu cher, j'imagine. Ouais, tu as choisi un bien dans tes moyens. Quoi, ouais. Voilà. À Nancy. C'est cher à Nancy ? Non, justement, c'est pas trop cher. Je confonds toujours avec Annecy en fait. Non, Annecy c'est bien. Non, Nancy c'est pas trop cher et en plus à l'époque, je dis à l'époque comme si c'était il y a 20 ans, mais aujourd'hui il y a quand même une certaine dynamique, notamment étudiante. Ils ont construit un énorme pôle étudiant et depuis 2016-2017 ça a vraiment explosé Nancy. Ça a explosé, ouais, d'accord. Mais à l'époque c'était pas trop la mode d'investir à Nancy et c'était pas trop cher quoi, au mètre carré. Bon, on va enlever les suspens, t'as fait une plus-value quand tu l'as revendu. Ouais. Donc je résume, bourse, yes. Immobilier, crypto. Ouais. Donc du coup, il y a eu un delta où effectivement, j'ai mis en pause l'immobilier. D'accord. J'ai mis en pause jusqu'au moment où je suis revenu en France, à Montpellier. Là, tu reviens à Montpellier, ouais, on est d'accord. Exactement. Donc cette fameuse plus-value, je la réinjecte dans d'autres biens à Montpellier du coup. Là, tu as réinvesti. Ouais. Voilà. Donc le premier bien que j'ai racheté à Montpellier, c'est mis toute la plus-value du premier en fait. D'accord. Voilà. Donc ça fait un bel apport, plus un petit peu de travaux sur le premier, ce qui fait que du coup ça a vraiment réduit sur le prêt et qu'il y a un beau cash flow qui s'est… qui se génère du coup, bah oui, mais il n'y a pas de secret. Et tu as embrayé sur un second. Et sur un second qui du coup par le premier, parce que j'ai changé de banque, je suis revenu dans le sud, j'ai dû avoir une nouvelle communication avec un nouveau conseiller. Le deuxième a été financé à 130%. Sur vraiment la totalité du bien. À 110%. Ouais, voilà, notaire plus travaux. D'accord. Oui, parce qu'ils ont vu que j'avais fait confiance par rapport au capital, premier, etc. Que j'avais fait une belle affaire sur le dernier bien à Montpellier, tout simplement. Ouais. Alors, voilà, on est un petit peu dans mon domaine. Donc finalement, c'est intéressant. Alors, est-ce que tu as toujours des actions en bourse avant que je te pose la question ? Bien sûr. Parce que tu as fait du long terme, j'imagine, tu en as toujours. Ah oui. Tu continues à faire du court terme ? Ouais. Alors, c'est pas. Je veux surtout pas en faire mon activité. Alors, je fais du swing trading, on va dire, sur plusieurs semaines. Ouais, ça reste anecdotique. Ça reste anecdotique, c'est suivant l'actualité, un peu d'analyse et je fais des sous avec. Mais tranquillement. Ouais, tranquille. Ouais. Tu as de la crypto ? Ouais. Et tu as de l'immobilier. C'est ça. Alors ça va être intéressant et je pense que ça va intéresser tout le monde. Laquelle de ces 3 activités pour toi est la plus qui nécessite le moins de ton intervention ? Fais un ordre. Alors, tu veux vraiment dire là dans le sens passif où on touche à rien ? Ouais, j'aime pas le mot passif parce que ça me dérange. Dans ma tête, passif, comptablement, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est vraiment qui nécessite le moins de ton intervention humaine. C'est-à-dire que vraiment, tu gagnes de l'argent finalement en intervenant le moins possible. Si tu pouvais juste les ordonner, parce que ça va être intéressant. Je vais commencer par les cryptos. La crypto, c'est ce qui te demande le moins d'intervention. J'ai une vision bien particulière. Je ne traite pas du tout sur les cryptos. Ouais, d'accord. Je fais de l'analyse sur la technologie, vraiment sur le côté ingénierie. T'appartis à toi en fait. Hein. Voilà, en fait, c'est des startups les cryptos. Ouais. Et pour faire simple, vu qu'il y a tellement une grosse volatilité, il y a tellement une croissance énorme sur ce marché que tu peux en acheter, laisser 1 an et gagner. Ouais, voilà, c'est ça. Alors pour le coup, moi, ça va faire 3 ans.
Il y en a qui vont s'amuser à essayer de trader, de gagner à court terme. Mais en faisant ça, en faisant du long terme et profiter de tellement cette croissance énorme que j'ai rien à faire. Ouais. Donc c'est ça qui te demande le moins d'énergie. Ouais, c'est ça. Crypto en deuxième. Crypto, on va dire l'immobilier. En deuxième, l'immobilier, et en troisième, la bourse. La bourse. D'accord. Ouais. C'est comme ça que… Donc la bourse, c'est ce qui te demande le plus de temps? Sur l'aspect, effectivement, où je vise le court terme. Oui, d'accord. Un PEA, ça me prend 15 minutes par an. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Non, c'est sûr. Il n'y a pas de problème, je comprends très bien. Et aujourd'hui, si tu étais en face d'une personne qui n'a jamais investi du tout, dans aucun de ces domaines-là, tu lui dirais quoi en premier? Il te dit je veux investir, qu'est-ce que ce serait la première chose que tu lui dis en fait? Tout dépend du profil. C'est du cas par cas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais imagine quelqu'un qui a vraiment jamais investi et qui est pas quelqu'un qui veut pas prendre beaucoup de risques. Ouais. Parce qu'en réalité, peu de gens sont d'accord sur les risques. Ils s'imaginent qu'ils veulent, mais risques. Et même dans le monde, par exemple, des crypto-monnaies, même là, il y a des différences de risques. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais un truc pas risqué, tu dirais quoi? Un truc pas risqué, PEA. Ah ouais, le PEA, voilà, tu l'orienterais là-dessus. PEA, clairement, et surtout, c'est vraiment une fiscalité bien particulière. Et du moment qu'on laisse son argent dessus, on n'est pas taxé. Donc rien que là-dessus, c'est juste magique. L'effet cumulé, l'effet boule de neige que ça peut permettre. Si on a cette vision long terme, enfin même pas forcément très très long terme, mais sur du 10 ans, on touche à rien, on n'est pas taxé, c'est magique. On n'a rien à faire. Comme avoir une petite expertise sur quoi partir. Il faut savoir quoi faire. Aller prendre l'action qui a des dividendes énormes juste parce qu'ils promettent des dividendes énormes. Mais franchement, c'est intéressant. C'est intéressant. Ça, c'est un PEA, j'adore. Et ton avis, maintenant qu'on commence un peu à voir ton profil, il n'y a pas eu trop de salariat dans ce profil-là. Hein? Ton avis du salariat? Alors le salariat, il y en a beaucoup qui sont là à dire que c'est le truc qu'il faut surtout pas aller dans le monde du salariat, qu'il faut fuir le salariat. J'ai une vision particulière, c'est-à-dire que c'est tout à fait louable en fait le salariat. Il y a des gens qui s'épanouissent et qui ont des carrières magnifiques dans le salariat, mais il y a des personnes, ils sont complètement rebutés par ça. Et oui, c'est ça. Et je le comprends. Donc il y a la personne qui va être sécurisée, mais aussi qui va être épanouie par ce statut-là, au sein même d'une société. Et il y en a d'autres qui ne pourront pas du tout avoir cette vision-là. Donc tu penses quoi toi du salariat finalement? Alors moi, c'est sûr, si je prends que pour moi et je parle que pour moi, je ne pourrais pas être salarié. Toi, tu peux pas être salarié, c'est impossible. Je ne pourrais pas. Mais là, aujourd'hui, tu vis sans salaire, en fait. Enfin, comment t'expliquer? Il faut bien comprendre ce que j'essaie de mettre en avant. C'est-à-dire qu'il a fait sa carrière sans attendre après un salaire. C'est ça. Là, aujourd'hui, tu as quel âge? J'ai 27. Tu as 27, donc tu es sorti de l'école, tu n'as jamais attendu après un salaire. C'est ça. Comment, ce qui se pose la question, j'en suis sûr, comment tu fais pour vivre au début? Tu vas tout de suite chercher de l'argent ou tu avais épargné? Est-ce que tu peux juste… Il y a un peu de ça. Alors, toute la phase entre 18 et 23, c'est-à-dire l'école d'ingénieur, où je commence à investir, première expérience entrepreneuriale, j'ai une intelligence financière, on va dire. D'épargne, d'investissement. Il y a un terme que j'aime beaucoup chez les Américains, ils appellent ça le front-loading. Je ne sais pas si tu connais ce terme. Non. En France, c'est thésauriser, moi j'emploie. Ouais, mais ça va plus loin que ça. En fait, la société veut que tu épargnes moyennement, que tu travailles modérément et que tu aies une carrière sur 40 ans, ni plus ni moins. Le front-loading, c'est, en français, ça veut dire la charge de travail en amont. Tu vas travailler sur une très courte période de temps, mais énormément, et en épargnant énormément. Et il y a même des ingénieurs, j'avais vu de chez Google, qui travaillaient chez Google et qui dormaient dans leur voiture, juste devant Google, pour pouvoir mettre de côté 95% de leur salaire de chez Google. D'accord. Et du coup, à 30 ans, ils étaient à la retraite, quoi. Ah ouais, d'accord. Parce qu'ils touchaient un salaire énorme, ils consommaient rien du tout. Ouais. Et c'est un peu l'idée là. C'est-à-dire qu'au lieu de… Je me suis amusé quand même, hein, l'école d'ingénieur, ça va. Mais au lieu de partir à droite, à gauche, dans des délires et tout ça, de consommer comme pas possible, soit je l'épargnais, soit je l'investissais. Ouais. Et du coup, je me suis retrouvé à la sortie d'école avec 5 chiffres sur mon compte en banque. Ouais, d'accord, voilà. Et ça t'a permis d'avoir cette largesse, en tout cas cette… À la fois pour lancer les projets et pour continuer à investir. D'accord. Et sans pour ajouter, sans être dans une famille… ma mère, elle ne travaille pas. Je l'avais compris. Donc en fait… Ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement,
tu avais quand même plus ou moins derrière la tête une idée de te dire j'allais gérer mon truc de cette manière plutôt qu'une autre. Tu savais où tu allais. Plus ça allait, plus également je lisais d'autres livres et ça me confortait et ça détaillait vraiment ma stratégie sur ce que je voulais. Donc en fait finalement du gamin qui savait pas ce qu'il voulait faire professionnellement, on avait quand même un gamin qui savait ce qu'il voulait faire financièrement. Exactement. Ouais. Donc comme ça c'est vachement intéressant parce que tu peux voir que c'est pas parce que tu sais pas ce que tu veux faire que tu sais pas ce que tu dois faire de ton argent. Et c'est intéressant de voir que malgré tout, tu as quand même accompli des choses. Moi, je vais revenir maintenant sur la partie immobilière. Bon, là, tu as 2 logements. C'est quoi ton ambition immobilière? Parce que bon, c'est une chaîne immobilière au départ. Hein. C'est quoi ton ambition en immobilier? Si tu en as une, hein, peut-être que tu veux me dire je m'en tiens à ça et puis c'est fini. Moi, je peux l'entendre. Hein. L'objectif sur les biens que j'ai mis en place à Montpellier et ceux que je vais continuer à Montpellier, c'est clairement faire le plus gros cash flow possible. Voilà. D'accord. Tu en attends un chiffre? Ouais. Alors là, pour l'instant, on va continuer à 2 avec ma chérie. D'accord. Donc l'idée, c'est d'aller au maximum de ce qu'on puisse faire en nom propre. Ouais. Et après, je vais continuer à investir sur ma société. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la vision, on va dire, court-moyen terme, parce que je sais que j'ai tout un intérêt à le faire aussi professionnellement. C'est pas toi que je vais l'apprendre. Mais non, mais je t'écoute. Non, mais c'est aussi ça qui oui, est énorme. Après, il y a une dimension entrepreneuriale qui se mêle avec les ambitions personnelles, mais ça, c'est normal. Maintenant, tu as de l'ambition quand même pour ton patrimoine immobilier. Ouais. D'accord. Est-ce que tu pourrais donner, parce que c'est quelque chose qui bloque beaucoup, est-ce que ça a été difficile pour toi? Alors, ils l'ont entendu, tu avais de l'épargne, donc j'imagine que ça a aidé. Mais est-ce que tu penses que sans cette épargne, ça aurait été aussi compliqué d'obtenir les prêts? Parce que le prêt, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses, toi, dans ton profil, qui a fait que tu as réussi à l'obtenir en occultant l'épargne? Occultant l'épargne. Est-ce que tu penses que tu as… Dans l'épargne, alors je pense que j'aurais pu quand même investir, mais peut-être pas sur ce bien-là. D'accord. Ça aurait peut-être bloqué sur le bien que j'aurais voulu au moment T, toi. Ouais. Du fait que j'avais pas d'épargne et que c'était pas la même situation. C'est plus le même dossier, toi. Mais c'est ce qui m'a permis, je pense, l'épargne. Mais je serais parti sur autre chose. Ce serait pas quelque chose de moins cher, comme quand tu étais étudiant. Ouais. Voilà. Mais c'est intéressant parce que ça montre qu'en fait, il ne faut pas croire qu'il y a un profil idéal pour investir. Oui. Il faut adapter sa situation à ses moyens, en fait. Cette épargne que je réinjecte, c'est sûr que sur le moment, je ne l'ai plus. Tu passes de 5 chiffres à plus rien. Mais en le réinjectant, tu te crées un cash flow qui sera plus gros et une capacité de réinvestir derrière plus importante. Tu prêches un converti. Hein. Donc en fait, c'est tout bénef. C'est ça. Et puis tu peux envisager de prendre de l'argent pour toi parce que du coup, indirectement, tu en as mis et c'est un juste retour des choses, quoi. Et puis même pour aller un tout petit peu plus loin, l'argent, je faisais des choses en parallèle, je faisais des activités, mais je ne l'utilisais pas. C'est presque une épargne de précaution. Mais je l'utilisais pas. Ouais. Même en les mettant, c'était ridicule de le garder là. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé pour moi. Et tu penses que l'immobilier est fait pour tout le monde? Ouais. Tout le monde devrait investir? Ouais. D'accord. Sincèrement, je pense que n'importe quel investisseur, dans sa carrière d'investisseur, doit passer par l'immobilier. D'accord. Ouais. À différents niveaux. Hein. Ça ne va pas être une priorité pour certains. Mais à un moment donné, je sais, c'est une logique. Je pense que n'importe qui doit tomber là-dedans. Ouais. Et tu trouves que c'est dur là, tout le cursus? Il y a quand même un cursus. Tu vois, c'est-à-dire la recherche, acheter le crédit, blabla. Une fois qu'on a du recul, on se dit que c'est pas si difficile que ça. Il y a beaucoup d'appréhension, de blocage, même en interne. Ça dépend des gens. Hein. Il y en a qui ont plus ou moins de blocage. Mais avec le recul, non. Ouais, c'est un… Il y aura toujours des petits problèmes, ainsi de suite, mais même en fait, c'est le processus. Ouais. Et c'est ce que je dis souvent aux plus jeunes qui veulent se lancer, c'est on doit d'abord apprendre à aimer le processus. On sait qu'on va avoir des emmerdes, on sait que ça va pas être… c'est ça. Mais si on aime ça, si on aime ce processus de création, de développement, il y aura des emmerdes, ça c'est sûr, mais on a tout gagné. Le mec qui kiffe le processus, il a tout gagné. Quoi. Ouais, c'est sûr. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, François, sur ta carrière d'investisseur? Non, après toujours des placements assis à gauche à droite, pas mal dans les financements participatifs. Ah je suis pas surpris. En étant dans les startups, c'est vrai que j'aurais pu te poser la question. Commencer par les énergies renouvelables, j'adore ça. Mais aussi
immobilier, financement participatif en immobilier. Ça doit être pas mal pour certains qui ont un petit billet, qui veulent se lancer dans l'immo, même si techniquement c'est pas du patrimoine et c'est pas du tout la même vision. C'est plus comme l'immobilier pierre-papier, c'est-à-dire qu'on achète un pourcentage, quoi. C'est ça. Et c'est surtout pour se lancer, le processus est très simple. C'est un process qui est très simplifié. Toutes les plateformes de financement participatif, c'est très simple, c'est fait pour le grand public. Donc c'est très bien pour se lancer et pour les plus jeunes. Mais clairement, j'ai dû faire une trentaine de financements participatifs. Ah ouais, quand même, tu es vraiment dans différents domaines. Ah ouais. Artistique aussi? Artistique, non. Pas forcément. Plutôt des trucs… C'est de la tech. Ou… l'ingénieur qui parle. Même le NR, les énergies, c'est de la tech, quoi. Alors je vous rassure, on va faire une vidéo sur les crypto-monnaies, un petit peu particulière, mais je vais pas sur cette vidéo-là. Voilà, l'idée c'était de voir ton profil, c'était plus une vraie interview qu'une vidéo sur les crypto-monnaies. Tu penses que les crypto-monnaies sont complémentaires à l'immobilier, concurrentes ou complémentaires? Complémentaire, ça va même plus que complémentaire, c'est que on pourra reparler dans l'autre vidéo. Mais clairement, un des domaines les plus intéressants pour le monde de la blockchain et des cryptos, c'est l'immobilier. Ah ouais. Ce qu'on appelle la tokenisation de l'immobilier. Clairement, c'est un des domaines les plus importants. Je ne sais pas du tout de quoi il parle. Sur la blockchain, on pourra en parler. On en parler des heures. Mais clairement, il y a des domaines. Pour toi, il y a une révolution en marche. Il y a des entreprises où la blockchain n'en a rien à voir. Il y a même une hype en ce moment où il faut mettre toutes les entreprises sur la blockchain. Il y en a, c'est pas du tout utile. Il n'y a rien à faire d'aller sur la blockchain ou de créer des tokens comme ça sur. Mais l'immobilier, si. Quoi. Pour toi, il y a un vrai intérêt, un enjeu. Quoi. Oui, carrément. Ok. Tu n'as pas 30 ans? Non. Tu as un objectif pour tes 30 ans? Déjà, je pense qu'il y a en termes d'entreprise, le million, c'est un palier. Oui, alors attention, parce que là, je sais de quoi je parle. Chiffre d'affaires, résultats, patrimonialement parlant, de quoi on parle? Vraiment que de la création via l'entreprise. Je ne parle pas du tout du patrimoine immo ou même de l'investissement. Donc là, tu parles faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Pour toi, c'est un objectif. C'est pas le million pour faire le million. C'est avoir les 7 chiffres. C'est le palier. C'est le palier. Qui psychologiquement, tu dis, ça, j'ai atteint. Comme quand tu es passé à 100 000 euros. Quoi. Quand tu as fait tes premiers 100 000 Je vais me permettre de te le dire. Le chiffre d'affaires du million est moins impressionnant que quand tu l'as en patrimonial. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Mais il y a ça aussi, si tu donnes d'autres objectifs, il y a aussi d'avoir 1 million en patrimoine. Exactement. Mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est intéressant. Donc ça c'est… Alors attends, on va au bout. Donc 1 million d'euros de chiffre d'affaires pour tes 30 ans, c'est ça si j'ai bien compris? Ouais. D'accord. Je pense que j'aurais été avant. Mais Ah ouais, t'es chaud quoi. Oui, remarque après avec l'ensemble, tu raisonnes peut-être sur l'ensemble. Sur l'ensemble, ouais, mais sur les différentes activités, même sans prendre en compte les startups s'il y a une vente ou pas. Sur les activités web entrepreneuriales que j'ai, c'est faisable. Combien d'années pour arriver à ça? 4 ans, là, ça fait 4 ans que je suis sur le web. Ouais, donc tu te laisses encore… 2 ans d'infoprenariat. Ouais, donc tu te laisses encore 3 ans si je résume bien? Ouais. Quasiment 10 ans. Entre 5 et 10 ans, quoi. C'est ça. D'accord. Et tu te vois comment à 50 ans? Voilà, c'est une question que je pose en plus à tout le monde. Mais c'est trop loin. Ah, c'est trop loin? Trop loin. C'est quelque chose que je dis également aux plus jeunes qui veulent se lancer. Je travaille sur des périodes de 90 jours. D'accord. Où là, mon plan d'action à 90 jours, il est carré. Ouais, d'accord. Au-delà de 90 jours, c'est plus compliqué, mais sur 1 an, tu peux voir ce que tu veux mettre en place. À partir au supérieur à 5 ans, c'est fini pour toi. Mais quelqu'un qui me dit il sait ce qu'il fait dans 10 ans, je le crois pas, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais rien qu'en 1 an, en ce que tu veux faire, ce que tu mets en place, et ce qui se produit, il y a une écart. En fait, c'est le passage à l'action qui va diriger ton plan d'action. C'est pas la réflexion de ce que tu mets sur le papier qui va dire que tu vas faire ça. Mais à 50 ans, tu peux pas dire. D'accord, t'as pas de vision. Non, mais c'est pas. Effectivement, dans l'idée, je peux te dire un truc très, très global où dans l'idée, c'est de travailler beaucoup moins. Avec cette fameuse charge en amont où je mets un gros paquet jusqu'à mes 30 ans et après tu vas voir les choses différemment. Mais tu dis ça à n'importe quel entrepreneur, il va se faire chier, toi. Ouais. Alors avant de finir la vidéo, je vous explique, j'ai posé ces questions sur l'âge parce que son site c'est riche à 30 ans. Donc je me suis dit que François avait un profil à savoir ce qu'il allait faire à 30, 40, 50, etc. J'ai posé le riche à 40.
J'avais envie un peu de le triturer. François, j'adore finir mes interviews par une question sur laquelle il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Je te mets à l'aise. Je t'offre un cadeau. Tu l'aimes pas. Qu'est-ce que tu en fais? Je l'aime pas. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est un gros ou un petit cadeau? C'est pas la question. Je t'offre un cadeau. Tu ne l'aimes pas. Ouais. Qu'est-ce que tu en fais? Je le garde. Rien d'autre? Ah non, je le garde. Et tu le gardes? Ouais, bien sûr. Bon. Tu me remercies ou? Ah bah oui. Alors, est-ce que tu veux le revendre sur eBay pour… Non, je le garde. Tu le gardes? Ouais, ok. Bien sûr. Ouais. Bon, eh ben c'est super. François, merci. Richard, 30 ans. Vous aurez les liens dans la description. Merci à toi. Ciao. Ciao. Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.